Tout d'abord, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'embauche des salariés. Donc, on va évoquer pas mal de points essentiels pour tout ce qui est embauche, justement, et ne pas faire d'ânerie quand justement on est dans une logique d'embaucher un salarié. Donc, concernant le support que je vais vous présenter aujourd'hui, on va voir 4 points nécessaires et essentiels relatifs à l'embauche, qui sont 4 étapes qu'il ne faut pas occulter. C'est le préalable à l'embauche. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? La phase administrative d'embauchage. Donc ça, c'est la phase purement déclarative du salarié auprès des divers organismes. La rédaction du contrat de travail. Comment rédiger le contrat de travail? Quel type de contrat de travail utiliser? Et ensuite, à l'issue de ces 3 premières phases, il y a une phase que souvent les employeurs occultent, c'est la gestion relative au suivi de la période d'essai. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette phase d'embauchage, il ne faut pas oublier que tout contrat, dès lors que vous embauchez un nouveau collaborateur, il a nécessairement sur son contrat, sauf si l'employeur l'a décidé autrement, une période d'essai durant laquelle l'une ou l'autre des parties peuvent rompre sans motif le contrat de travail. Donc, on va commencer de suite par le préalable à l'embauche et les questions nécessaires pour ne pas se tromper quand on embauche. Le préalable à l'embauche, c'est l'identification des besoins et les diverses obligations qui pèsent sur celles-ci. Concernant le préalable à l'embauche, la première étape, c'est préparer l'entreprise à être en conformité avec les règles essentielles de droit du travail. C'est-à-dire, dès lors qu'on compte embaucher un salarié, la première chose qu'il faut faire, c'est respecter les priorités d'embauchage. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise qui a déjà réalisé un licenciement économique, il faut savoir que durant 1 an, vous avez l'obligation de reproposer tous les postes à vos salariés que vous avez licenciés. Le deuxième point, quand vous avez des salariés à temps partiel dans l'entreprise et que vous souhaitez embaucher notamment par exemple un salarié à temps complet, il faut solliciter ce collaborateur pour savoir s'il souhaite passer à temps complet. C'est une des obligations, étant donné que les salariés à temps partiel ont une priorité d'embauchage pour les contrats à temps complet. Le deuxième point, il faut vérifier si le collaborateur est français. Si le futur collaborateur est français, il va vous fournir sa carte nationale d'identité, sa carte vitale et un justificatif de domicile, bien évidemment, c'est la base pour connaître son identité. Et ensuite, le cas échéant, il doit vous présenter, vous devez lui demander les justificatifs de diplôme ou de formation. Cela dépend des postes de travail, bien sûr, que vous proposez aux salariés, mais c'est toujours intéressant de savoir si le salarié a des diplômes ou des formations particulières, par exemple de type KCS, DBTS, etc., etc. Si le collaborateur n'est pas français, si le futur collaborateur n'est pas français, la question que vous devez vous poser, c'est de quelle nationalité est-il? S'il est d'une nationalité de l'Union européenne, c'est-à-dire Portugal, Italie, Espagne, Belgique, il doit seulement vous fournir sa carte nationale d'identité du pays, bien évidemment, lui permettant de justifier de sa nationalité, un justificatif de domicile, et pareil pour le collaborateur français, le cas échéant, un justificatif de diplôme ou de formation. Concernant le cas spécifique du collaborateur étranger avec une nationalité hors Union européenne, là on a souvent le cas. Là, c'est un peu différent. Concernant un salarié qui ne serait pas de nationalité de l'Union européenne, par exemple un Russe, par exemple un Marocain, un Algérien, quelque chose comme ça, ou même un Brésilien, il doit vous fournir sa carte nationale d'identité, bien sûr, de son pays, mais aussi il doit vous fournir le titre de séjour français lui permettant de justifier de sa possibilité de travailler en France. Cela signifie une chose qu'il ne faut jamais occulter. C'est un salarié qui n'est pas de nationalité européenne, dès lors qu'il a une carte de séjour qui n'est pas française. Par exemple, un futur collaborateur russe avec une carte de séjour espagnole. Il faut savoir que cette personne a le droit de se déplacer dans l'Union européenne, mais n'a absolument pas le droit de travailler en France. Seule la carte de séjour française
lui permet, et la mention est marquée sur la carte de séjour, lui permet ou non de travailler en France. Et bien évidemment, il faut lui demander aussi son justificatif de domicile et les divers justificatifs qui pourraient faire valider son diplôme ou sa formation. De plus, sur ce cas spécial du salarié futur collaborateur étranger n'ayant pas cette nationalité européenne, l'employeur est obligé de faire une demande de vérification auprès de la préfecture. Donc, chaque préfecture de chaque département a des mails attitrés permettant de vous répondre, et ils ont 48 heures pour vous répondre. À défaut de réponse, ça vaut acceptation. Concernant le préalable à l'embauche, l'identification des besoins. De quel type de contrat ai-je besoin? Donc les questions qu'il faut se poser, est-ce que j'ai besoin d'un CDD? Est-ce que j'ai besoin d'un CDI? Est-ce que ça va être un temps complet? Est-ce que ce sera un temps partiel? Est-ce que le salarié va être cadre ou non? En fonction des besoins que vous avez, il faut avoir en tête que la rédaction du contrat de travail peut être plus ou moins compliquée, bien évidemment. C'est-à-dire qu'un CDI à temps complet étant la norme, c'est un contrat qui peut être relativement facile à rédiger. Un CDD à temps partiel étant un contrat dit dérogatoire, il y a un certain nombre de clauses à intégrer dans le contrat de travail. Concernant cette question sur l'identification des besoins, le principe, c'est le CDI à 35 heures. Donc, je vous le montre. C'est le CDI dit à temps complet. C'est-à-dire que tout salarié qui éventuellement va travailler 35 heures et plus. Donc un salarié qui va travailler 39 heures, à 40 heures, à 41 heures, c'est quand même un salarié à temps complet. Dès lors qu'on a un salarié CDI à temps partiel, c'est le deuxième cas de contrat, il faut savoir qu'il y a une obligation de mention de la durée du travail, soit au niveau mensuel, soit au niveau hebdomadaire. Il y a un autre type de contrat qui est un peu spécifique et qui est plutôt spécifique à l'agricole ou à des conventions collectives particulières, qui est le contrat intermittent, qui n'est ni un contrat à temps complet, ni un contrat à temps partiel. Le contrat intermittent, c'est un contrat dérogatoire dont seul un accord collectif de branche permet la rédaction de ce type de contrat. Concernant les exceptions, c'est pas très compliqué. Dès lors que le principe c'est le CDI à 35 heures ou le CDI à temps partiel, les exceptions, c'est tout contrat de type CDD, qui peuvent être conclus soit sur la base d'un temps complet, c'est-à-dire 35 heures et plus, soit sur la base d'un temps partiel, moins de 35 heures. Concernant les CDD, on a principalement 3 types de motifs pour avoir recours à ce type de contrat. On a le CDD saisonnier. La saison, il est conclu dans le cadre d'une saison. Dans ce cas spécial du CDD saisonnier, on a la possibilité soit de conclure le contrat de date à date. Par exemple, j'embauche un serveur pendant la période estivale du 1er juillet au 31 août. Donc on va dire que c'est un CDD à terme précis. Mais on a la possibilité aussi de conclure ce type de contrat à terme imprécis. C'est-à-dire, c'est un contrat dont on ne connaît pas réellement la fin. On prend la même hypothèse, j'embauche un salarié saisonnier pour la saison estivale dans l'hôtellerie. Je ne sais pas si ma saison va finir le 10 septembre, le 30 septembre ou le 15 octobre. Je vais conclure ce contrat sans date de fin. En contrepartie, je vais mentionner dans le contrat une durée minimale obligatoire. Ce contrat saisonnier, il a la particularité qu'à la fin du contrat, il faut bien sûr verser 10% d'indemnité au titre des congés payés. Par contre, sur ce type de contrat, il n'y a pas de versement de l'indemnité dite de précarité. Sur les deux autres types de contrats qui sont un peu plus courants, on va dire que ce sont des CDD plutôt classiques. On a le CDD pour surcroît temporaire d'activité. Donc quand on parle de surcroît temporaire d'activité, c'est une hausse de l'activité de l'entreprise qui est justifiée dans le temps et qui est précise dans le temps. C'est-à-dire que l'on ne peut pas conclure ce type de contrat de surcroît temporaire d'activité dès lors que l'entreprise a toujours un surcroît d'activité. C'est-à-dire qu'elle est toujours en activité normale. Sur ce type de contrat, le CDD de surcroît d'activité, il ne peut être conclu qu'à terme précis, c'est-à-dire avec une date de fin précise. À l'issue de ce CDD de surcroît d'activité, depuis la loi Rebsamen,
vous avez la possibilité, bien sûr, de le renouveler 2 fois. C'est-à-dire que je peux très bien conclure un CDD de surcroît d'activité pour une durée de 3 mois, le renouveler pour 4 mois de plus, et à l'issue de ce premier renouvellement, éventuellement, le renouveler pour une durée différente, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou même 5 mois de plus. Sur le CDD de remplacement, concernant le remplacement, c'est la possibilité de remplacement, c'est soit le remplacement d'un salarié absent, soit le remplacement du dirigeant. On a la possibilité de remplacer les 2 personnes. Bien sûr, il faut un motif. Alors, le remplacement, ça va être pour congé payé, ça va être pour arrêt maladie, ça va être pour absence injustifiée, bien évidemment. Sur ce type de contrat de remplacement, ce qu'il faut avoir en tête, on a la possibilité de le conclure à terme précis ou à terme imprécis. Si je le conclue à terme imprécis, je ferai comme le contrat saisonnier, je devrais mettre une durée minimale obligatoire. Ce type de contrat à terme imprécis conclu par exemple pour des salariés absents dont on ne sait pas combien de temps l'absence va durer. Donc on ne peut pas l'anticiper. On a un salarié qui est malade, qui tous les mois va nous envoyer un arrêt maladie. Au lieu de faire chaque mois un CDD à terme précis, on va faire un terme imprécis avec une durée minimale obligatoire. Et la fin de ce CDD, ce sera le retour effectif du salarié dans l'entreprise. Sur ces 2 types de contrats, le surcroît et le remplacement, à l'issue de ce contrat, il y a une indemnité de précarité à verser. Particularité sur le CDD de remplacement à terme précis, c'est qu'il est possible de conclure une multiplicité de CDD de remplacement. C'est-à-dire que je peux très bien faire un CDD à terme imprécis pour un salarié malade dont je ne sais pas à quelle date il va finir. Il va revenir dans l'entreprise. Dans l'hypothèse d'un terme précis, je pourrais très bien caler le CDD sur toutes les durées d'absence. C'est-à-dire que je pourrais très bien me retrouver avec un salarié qui est absent 6 mois avec 6 arrêts maladie d'un mois, avec la rédaction de 6 CDD de remplacement. Donc ça, c'est la première des hypothèses, le CDD qui est l'exception au principe, qui est le CDI. Concernant le préalable à l'embauche, bien évidemment, concernant l'identification des besoins, il faut avoir en tête, et ça c'est une des règles de base, il faut essayer d'estimer le coût du travail et le coût du salarié. Pour être très clair, le premier principe, c'est que le coût du travail, c'est-à-dire les charges patronales qui vont être affectées au salaire du salarié, ne varie que selon le taux horaire. C'est-à-dire, un salarié qui a une rémunération brute de 1 600 € à 20 heures par semaine, pour un contrat de 20 heures par semaine, coûte moins cher qu'un salarié qui gagnerait 1 600 €, coûte plus cher, je voulais dire, qu'un salarié travaillant sur la base de 1 600 € brut, pareil, sur la base de 35 heures. Tout simplement parce que le taux horaire n'est pas le même. Estimer le coût pour connaître la viabilité économique de l'embauche, c'est la base. C'est-à-dire que quand on embauche un salarié, notamment sur des types de CDD ou des CDI, il faut être en capacité de savoir combien va nous coûter cette embauche et si cette embauche est économiquement viable. Le troisième principe, qui est relativement simple, c'est estimer précisément le coût annuel d'un salarié. Il n'est techniquement pas possible, étant donné que les réductions de charges, à l'heure actuelle, à l'état de la réglementation, se régularisent tous les mois en fonction de la durée de la rémunération mensuelle. Je vous donne un exemple qui va vous parler, après on va parler un peu plus précisément du coût. Un salarié qui va gagner 1 600 € brut par mois sur 35 heures, il y a une baisse de charge, une réduction de charge qui est d'environ 400 € par mois. Donc cette baisse, elle s'impacte automatiquement sur le bulletin de salaire. Dès lors que je suis dans cette configuration, j'embauche le salarié en CDI, tous les mois au SMIC à 1 600 € brut. En décembre, je décide de verser une prime de 5, 10, 15 000 €, peu importe. Il faut savoir que les exonérations que j'ai touchées sur les mois précédents, c'est-à-dire de janvier jusqu'au mois de décembre, elles vont être régularisées à la hausse, car ce n'est pas le salaire mensuel qui conditionne les cotisations, c'est le salaire annuel brut qui conditionne les cotisations. Dès lors qu'on va verser des primes assez élevées, qui vont être au moins équivalents d'un 13e mois, il y a un jeu de régularisation de cotisations qui vont devoir être versés le mois où j'ai mis en place la prime.
Concernant l'estimation du coût, alors il faut savoir, il faut être clair, que sans logiciel de paye et sans notion particulière concernant le calcul des charges, l'estimation est complexe. Dès lors que vous souhaitez embaucher un salarié, il faut toujours faire une estimation en défaveur de l'entreprise afin de limiter les écueils, bien évidemment. C'est-à-dire, si je pars d'une rémunération nette que j'ai négociée avec mon salarié, pour connaître le coût de l'entreprise, c'est-à-dire salaire plus cotisation, globalement, dès lors qu'on ne dépasse pas des salaires faramineux, on multiplie par 2. C'est-à-dire, j'embauche un salarié à 1 600 € net. Entre les charges salariales et patronales, je devrais avoir au maximum 1 600 € net. Donc le coût pourrait être estimé à 3 200 €. Bien évidemment, ce n'est pas le coût précis de l'embauche de ce salarié, mais ça vous permet de connaître la viabilité. Si on part d'une rémunération brute à 1 600 € brut, par exemple, là, on ne va estimer que le coût des charges patronales. Et dans l'ensemble, les charges patronales sont estimées sans exonération particulière à 42%. C'est-à-dire que si j'embauche un salarié à 1 600 € brut, je devrais avoir au maximum 672 € de charges patronales. Donc le coût peut être estimé à 2 272 €. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'en tout état de cause, ces estimations sont par principe fausses, bien évidemment. Mais elles permettent de connaître la viabilité économique du projet d'embauche sans tenir compte des exonérations de charges qui peuvent être liées au statut du salarié, comme elles peuvent être liées au niveau de salaire du salarié. Concernant la deuxième phase, c'est-à-dire que dans la première phase, j'ai bien vérifié que mon salarié avait l'autorisation de travailler, qu'il a une nationalité plutôt européenne, et s'il n'a pas de nationalité européenne, bien vérifier qu'il ait un document, une carte de séjour lui permettant de travailler, bien évidemment. Deuxièmement, j'ai identifié mes besoins, je vais embaucher peut-être en CDI, je vais peut-être embaucher en CDD à temps partiel, à temps complet. Et ensuite, j'ai estimé mon coût. Donc là, dans cette situation, je suis dans la deuxième phase, la phase administrative d'embauchage. Là, on est vraiment dans les démarches administratives liées à l'embauche du salarié. La première des étapes qu'il faut toujours avoir en tête, notamment quand on est en première embauche, c'est qu'il faut déclarer le salarié aux organismes sociaux. On appelle ça la déclaration préalable d'embauche, la DPAE. Dans l'ensemble, il y a 2 types d'organismes sociaux, les URSSAF, la MSA. Concernant les URSSAF, c'est l'organisme social lié à l'activité, on appelle ça industrie-commerce, c'est-à-dire que tous les artisans relèvent des URSSAF, les commerçants relèvent des URSSAF, les professions libérales aussi. Donc ça, c'est une déclaration obligatoire qui se fait auprès des URSSAF, soit par le biais du site internet des URSSAF, soit qui peut être fait sur papier libre, mais à l'heure actuelle, c'est plus vraiment d'actualité. Concernant la MSA, c'est l'autre organisme social qui gère les cotisations de l'ensemble de l'activité agricole. Donc d'un côté les URSSAF, d'un côté la MSA. Concernant la DPAE, elle est obligatoirement effectuée par ce type de formulaire qui est la DPAE. La déclaration doit bien évidemment être faite avant l'embauche. C'est une obligation essentielle. Alors quand on dit avant l'embauche, par principe, il faut faire la déclaration au moins 7 jours avant l'embauche et dernier délai au moment de l'embauche, c'est-à-dire entre 15 minutes avant l'embauche et 1 heure avant l'embauche, dernier cas. Au-delà, dès lors que vous faites une déclaration d'embauche alors que le salarié est déjà dans l'entreprise, il faut avoir en tête que c'est une déclaration qui est théoriquement interdite et les services de contrôle peuvent être amenés à vous appliquer des amendes. Donc il faut être très vigilant concernant ces fameuses déclarations d'embauche. Concernant les démarches liées, quand j'ai fait la déclaration d'embauche, pour simplifier, je n'ai fait que déclarer aux URSSAF et à la MSA que j'avais l'intention d'embaucher un salarié. Mais en aucun cas, cette déclaration permet d'affilier le salarié aux diverses caisses, notamment de prévoyance et de frais de santé. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il existe 2 situations. Soit vous avez déjà embauché un salarié, et dans cette hypothèse, l'entreprise est déjà affiliée à une caisse de retraite
et elle est déjà affiliée à une caisse de prévoyance, et le cas échéant, elle est déjà affiliée à un organisme de mutuelle. Donc dans ce cas, l'employeur doit contacter l'organisme de prévoyance et de frais de santé et demander les bordereaux d'affiliation pour affilier ses salariés. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que cette affiliation n'est nullement automatique. Si vous ne faites pas l'affiliation via ces bordereaux d'affiliation, le salarié n'est pas affilié à la caisse de prévoyance ni à la caisse de santé. Concernant la retraite, il n'y a pas de bordereau d'affiliation à remplir. Si vous n'avez jamais embauché, c'est la première fois que vous embauchez, là, l'entreprise n'est affiliée à aucune caisse de retraite, ni de prévoyance, ni à un organisme de mutuelle. Dès lors, au préalable, il faut déterminer déjà quels seront vos interlocuteurs, retraite, prévoyance et mutuelle. Les conventions collectives, dans leur ensemble, déterminent les caisses qui vont vous gérer. Et dans ce cas-là, dès lors que les caisses sont identifiées, l'entreprise doit conclure deux types de documents. Un bordereau d'adhésion, c'est-à-dire que l'entreprise va adhérer à l'organisme, c'est-à-dire que l'organisme va connaître l'identité de l'entreprise sans encore connaître l'identité des salariés. Ça, c'est la première phase. On va faire des bordereaux d'adhésion de l'entreprise. Et ensuite, à l'issue de cette phase administrative, l'employeur va pouvoir réaliser les affiliations via les bordereaux d'affiliation. L'affiliation n'est toujours pas automatique. Concernant le cas spécifique du fait que je n'ai jamais embauché, ça ne vous empêche pas, bien sûr, de faire la déclaration d'embauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de situation, dans beaucoup de cas, quand vous faites la déclaration d'embauche, vous allez avoir un certain nombre de documents qui vont vous être transmis par des caisses, vous demandant justement d'adhérer à leur service. Je conseille fortement de ne pas remplir ces documents et de laisser votre service de paye, que ce soit de votre cabinet comptable ou éventuellement votre gestionnaire de paye dans l'entreprise, à réaliser ces affiliations. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, c'est que depuis les lois El Khomri, les caisses de retraite, de prévoyance et d'organismes mutuels ne sont plus identifiées de manière obligatoire convention collective par convention collective. C'est-à-dire que par exemple, dans la convention collective de l'hôtellerie-restauration, je prends ce cas-là parce que c'est le plus parlant, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la caisse de retraite de cette convention collective, ni même à la caisse de prévoyance, ni même à cet organisme mutuel. Par contre, c'est toujours conseillé d'adhérer à ces caisses identifiées pour deux raisons. Un, parce qu'elles appliquent les accords collectifs, donc dont vous relèveriez éventuellement. Elles appliquent bien évidemment tout ce qui va être garantie de prévoyance et de mutuelle qui ont été négociées par les partenaires sociaux. Si vous adhérez à une caisse qui n'applique pas la convention collective, vous allez, dans cette situation, vous retrouver dans un cas un peu spécifique où il va falloir demander à la caisse qu'elle applique à la convention collective et parfois, administrativement parlant, c'est relativement compliqué. Donc toujours, dans la mesure du possible, appliquer les caisses qui sont référencées par la convention collective. Concernant les documents obligatoires, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que j'embauche un salarié, j'ai un certain nombre de documents à mettre en place qui sont obligatoires. Alors bien sûr, la liste est non exhaustive puisque le Code du travail impose pléthore de documents, mais on va dire que ces 6 documents, c'est la base essentielle pour toute embauche et surtout en cas de contrôle de la part de la directe, de l'inspection du travail, on va dire, des URSSAF ou de la MSA. Le premier document, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document, pour simplifier, c'est un document qui va détailler les risques, qui va lister les risques professionnels dans l'entreprise, qui va les évaluer en termes de dangerosité et de fréquence. Et ensuite, c'est un document où l'entreprise va essayer de trouver des solutions. Un exemple, je vais vous donner un exemple très, très parlant. Un salarié qui travaille dans une carrosserie, il va être amené dans beaucoup de situations à utiliser des outils coupants, des meuleuses, éventuellement des perceuses. Donc, quand on a identifié que le salarié allait utiliser des documents qui pouvaient lui causer des dommages sur les avant-bras, sur les mains, on va l'estimer, donc on va évaluer le risque, est-ce qu'il est important ou pas, et ensuite on va évaluer la fréquence que le risque puisse se réaliser. Bien évidemment,
Un carrossier qui utilise des meuleuses, le risque de coupure est très élevé, étant donné que toute la journée, il utilise ce genre d'outils. Donc, dans cette situation, il faut trouver les solutions pour que le salarié ne se blesse pas. Ça va être éventuellement la fourniture de lunettes, ça va être la fourniture de gants. Il faut savoir que le document unique d'évaluation des risques professionnels n'exonère en aucun cas l'employeur de sa responsabilité en cas d'accident de travail. Par contre, c'est un document qui est systématiquement demandé dans le cadre d'un accident de travail qu'on peut juger plutôt grave. C'est relativement rare que sur les petits accidents de travail, on demande ce type de document. Mais un accident du travail où il y aurait des lésions importantes, par exemple un doigt coupé, une entorse du genou, une limaille de fer dans les yeux, ce type de document est quand même demandé par les services de contrôle. Le deuxième type de document qu'il faut avoir, c'est l'affichage obligatoire. Alors, sur l'affichage obligatoire, il y a un certain nombre de mentions qu'il faut avoir dans cet affichage obligatoire. Bien évidemment, vous pouvez le faire vous-même. Donc, il faut les mentions de la convention collective, les numéros de téléphone de la directe, l'adresse et le nom, le téléphone du médecin de travail et des services de secours, les horaires de travail, les dispositions légales sur l'égalité professionnelle hommes-femmes. Et ensuite, il y a un certain nombre d'autres éléments, c'est relatif au harcèlement sexuel, au harcèlement moral. Ce type d'affichage, vous pouvez le trouver sur Internet, comme il vous est possible de l'acheter chez votre fournisseur professionnel. Dans beaucoup de situations, tous les magasins professionnels vendent ce type d'affichage obligatoire. Le troisième document, c'est le registre des visites médicales. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand vous êtes dans une logique d'une première embauche, le salarié ne va pas être convoqué à la visite médicale, étant donné que la visite médicale d'embauche n'existe plus. Elle a été supprimée par les ordonnances Macron. Donc ce n'est plus une obligation de faire passer la visite médicale. Par contre, durant la vie du contrat de travail, le salarié va faire un certain nombre de visites médicales en fonction de la dangerosité de son emploi. Et dans ce genre de situation, il est conseillé de garder un registre salarié par salarié des visites médicales qu'il a effectuées. Le quatrième document, c'est le registre unique du personnel. C'est le registre du personnel. C'est un document qui est simple à trouver, vous pouvez le trouver en librairie ou même sur Internet. Et sur ce type de document, vous allez remplir, bien évidemment, l'identité du salarié, le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, la date d'embauche, et le cas échéant, si le salarié part la date de départ, vous pouvez bien sûr être dans une situation où si vous avez embauché un seul salarié en CDI, que ce salarié en CDI reste de l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite, vous aurez alors sur ce registre du personnel une seule ligne. Ce qui est parfois un peu bizarre. Déjà, ces 4 premiers documents, il faut savoir qu'à l'occasion de tout contrôle, les inspecteurs vérifient ces documents. Ils ne vérifient pas la teneur des documents, ils vérifient que les documents soient existants dans l'entreprise. Donc ça, un contrôle qui se ferait par le biais de la directe, si vous n'aviez pas ce type de document, bien évidemment, le contrôle commencerait quand même relativement mal. Le 5e document, c'est un document comptabilisant et décomptant les temps de travail des salariés. C'est le pointage des salariés. Là, le Code du travail n'impose absolument aucun formalisme. Comptabiliser et décompter le temps de travail des salariés, c'est-à-dire faire pointer vos salariés, a 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'à l'occasion d'un contrôle des URSSAF ou de la MSA, ils vont vous demander ce type de document. Donc si vous n'avez jamais mis en place un document comptabilisant, un document de pointage des temps de travail, et que le salarié a plus de 3 ans d'ancienneté, les services de contrôle vont vous demander de justifier la durée du travail de vos salariés sur les 3 années précédentes. Donc ça peut être relativement compliqué de refaire des plannings sur 3 années. Donc, ça peut être un petit carnet où le salarié va marquer ses heures jour par jour et ensuite vous allez contresigner pour bien valider les horaires qu'il a effectués. Donc, le premier intérêt, c'est vis-à-vis des services de contrôle. Le deuxième intérêt, et ça peu d'employeurs sont au courant, c'est que le gros du contentieux auprès des juridictions prud'homales et des cours d'appel, c'est des rappels de salaire dus à des heures non réalisées. Dès lors que le salarié ne pointe pas ses heures, il faut savoir que le salarié qui donnerait simplement sur papier libre les heures qu'il a effectuées, et ce document il le fournira au juge, c'est à l'employeur de justifier que le salarié ne les a pas faites. Donc quand on a quand même ce type de document, ça permet de sécuriser la relation de travail. Et ensuite,
un des derniers documents à avoir, c'est un exemplaire de la convention collective qu'il faut avoir à jour. Les exemplaires de convention collective sont quand même assez compliqués à trouver. Vous pouvez les avoir auprès de l'inspection du travail, bien évidemment. Vous pouvez les avoir parfois sur Internet, mais il faut être très vigilant parce que parfois les exemplaires ne sont pas mis à jour ou ils ne sont pas bons. Donc, souvent, pour avoir un exemplaire mis à jour, il faut se rapprocher du syndicat patronal, soit du MEDEF, soit de la FNDSEA ou de la FNSEA, pour avoir ce type d'exemplaire. Dans certaines hypothèses, vous pouvez chercher sur Internet et trouver cet exemplaire de convention collective sur le site de l'inspection du travail. Un certain nombre de conventions collectives sont en accès libre et sont mises à jour régulièrement. Dès lors qu'on a fait ça, ces deux premières phases, la phase, j'identifie mes besoins, j'identifie le coût. La deuxième phase, la phase administrative, je déclare mon salarié auprès des URSSAF ou de la MSA. Et le cas échéant, dans la foulée, je vais affilier mon salarié aux caisses de retraite, de prévoyance et de mutuelle. Et dès lors que j'ai mis en place ces documents, on va être dans la phase de rédaction du contrat de travail, qui est quand même une phase assez compliquée, étant donné que, par principe, le contrat de travail est un contrat civil. C'est un contrat qui lie les parties. C'est-à-dire que dès lors que vous allez écrire dans le contrat de travail des clauses précises, vous allez être tenu par la clause du contrat et toute modification nécessitera la rédaction d'un avenant au contrat de travail. Donc, concernant cette phase de rédaction du contrat de travail, ce qu'il faut déjà connaître, c'est on a deux types de contrats de travail. On a le type de contrat de travail dont l'écrit est obligatoire et le type de contrat de travail dont l'écrit est recommandé. Je vais parler déjà du CDI à temps complet. Dès lors que vous embauchez un salarié en CDI à temps complet, il n'est pas obligatoire de rédiger un contrat de travail. Vous pouvez avoir encore un contrat verbal. C'est de moins en moins le cas, bien évidemment, mais c'est le cas, par exemple, de salariés qui ont de grandes anciennetés dans les entreprises, qui ont été embauchés chez les parents, chez les grands-parents, et qui, au fur et à mesure de leur carrière, ont été transférés dans d'autres entreprises. Il n'est pas nécessaire de rédiger à nouveau un contrat de travail. Si le CDI est à 35 heures et plus, le contrat verbal suffit. Dès lors qu'on est sur un contrat qui n'est plus un CDI à temps complet, l'écrit est obligatoire, peu importe la durée du contrat. Que le contrat dure 1 heure, que le contrat dure 6 mois, qu'il soit conclu pour 1 heure de travail, qu'il soit conclu pour 35 heures. Le contrat écrit obligatoire, c'est tous les CDD, peu importe la durée du contrat, que ce soit un contrat occasionnel, un contrat saisonnier, un contrat d'usage, un CDD sur productivité, un CDD de remplacement. Et c'est pour tout aussi, le contrat est obligatoirement écrit pour tous les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures. Donc, que ce soit du CDI ou du CDD. Bien évidemment, il faut avoir en tête qu'un certain nombre de clauses ne sont pas applicables aux salariés si elles ne sont pas écrites sur le contrat. C'est le cas notamment de la période d'essai. Si je conclus un CDI verbal à temps complet avec un salarié, ce n'est pas un problème. Par contre, en tout état de cause, la période d'essai n'est pas applicable car il faut nécessairement un contrat écrit. Donc l'utilité du contrat écrit, c'est souvent justement la rédaction de clauses particulières liées par exemple à la période d'essai, liées aux obligations de loyauté, de confidentialité, liées à la possibilité de prise de congés payés et toutes clauses particulières qui peuvent être aussi demandées pour tout ce qui est utilisation de véhicules de fonction, tout ce qui est utilisation de matériel informatique. Sur la rédaction à proprement parler du contrat de travail, les éléments essentiels du contrat de travail sont pas si difficiles à identifier. C'est identité des parties, étant donné que c'est un contrat. Donc identité de l'employeur et du salarié. Bien évidemment, il faut l'identité complète du salarié. Il faut, en deuxième lieu, la durée du travail hebdomadaire ou journalière. C'est-à-dire qu'on va mentionner la durée sur la semaine. Si c'est un temps complet, on marquera 35 heures. Si c'est un temps partiel, on marquera la durée hebdomadaire ou journalière. Le troisième point, c'est la rédaction de la période de décès. Les périodes d'essai, on le verra un peu plus loin, à l'issue du quatrième point.
les périodes d'essai ne se calculent pas pareil en fonction que je vais rédiger un CDD ou un CDI. Le quatrième point, bien évidemment, c'est le lieu de travail. Ça, c'est un élément essentiel. Il faut bien identifier le lieu de travail et le cas échéant, si le salarié est amené à se déplacer beaucoup, mettre une clause liée à la mobilité. La date de début de contrat et accessoirement la date de fin si c'est un CDD ou si c'est un terme imprécis, la clause concernant la durée minimale du contrat. On peut rédiger aussi dans le contrat, c'est essentiel mais ce n'est pas obligatoire, les modalités d'attribution de détermination des congés. Alors là, dans ce genre de clause, on reste toujours assez évasif et on va plutôt mentionner que la prise des congés sera prise avec l'accord obligatoire de l'employeur. Les éléments permettant de calculer le salaire, c'est un autre élément de base qu'il faut avoir. Il faut bien identifier la rémunération du salarié. Cette rémunération doit toujours être une rémunération brute. Un des points essentiels, bien évidemment, c'est la fonction, la qualification et la description des missions du salarié. Bien évidemment, sur ce type de clause liée aux fonctions, qualifications et description des missions, on peut reporter à une annexe. C'est-à-dire, on peut très bien mettre dans cette clause, dans cet article, une clause disant que les missions seront évolutives et qu'elles feront l'objet d'une fiche de poste ultérieure qui pourrait être elle-même modifiée. Il faut mentionner en dernier lieu, en avant-dernier lieu plutôt, la mention de la convention collective. Et là, il faut toujours être clair, il faut mettre une mention indicative. C'est-à-dire que sur un contrat de travail, on a des clauses obligatoires, on a des clauses facultatives, et on a des clauses, si on le mentionne, qui peuvent être indicatives. Les clauses obligatoires, globalement, ce sont toutes celles-là. Les clauses qui vont être facultatives, ça va être les clauses liées, par exemple, à l'attribution des véhicules de fonction, bien évidemment, parce qu'un salarié qui a un véhicule de fonction, il est préférable de le mettre, mais ce n'est pas une obligation. Ça va être toutes les clauses qui vont être liées aux absences et à l'obligation du salarié de fournir dans les 48 heures son arrêt médical. Donc ça, ce sont des clauses facultatives, mais qui en aucun cas, si elles ne sont pas mentionnées dans le contrat, le salarié ayant une obligation de loyauté, de toute façon, il est censé quand même appliquer de bonne foi le contrat de travail. Le dernier point, c'est une clause reprenant et identifiant la protection sociale, c'est-à-dire les organismes de protection sociale qui vont être les URSSAF ou la MSA dans un premier temps, la caisse de retraite, la caisse de prévoyance et la caisse de mutuelle. Car le salarié est censé connaître ces diverses caisses et les identifier. Concernant la rédaction du contrat de travail, le temps complet. La durée légale, c'est 35 heures. Ce n'est pas si compliqué à calculer. Si le salarié dépasse 35 heures, il y a des majorations pour heures supplémentaires. Concernant la majoration pour heures supplémentaires, l'heure supplémentaire, on a 3 possibilités que je n'ai pas mentionnées dans le slide. La première possibilité concernant les majorations d'heures supplémentaires, c'est payer les heures supplémentaires. C'est-à-dire que de la 36e à la 43e heure, le salarié aura une majoration de 25% de son taux horaire, et à partir de la 44e heure, il aura 50% de majoration de son taux horaire. Au-delà de 41 heures par semaine, le salarié a en plus de cette majoration droit à un repos compensateur de remplacement. Ça, c'est la première hypothèse. Je paye toutes les heures supplémentaires. La deuxième des hypothèses, c'est je ne paye pas les heures supplémentaires et je donne l'équivalent avec la majoration en temps de repos. Un salarié qui va faire une heure supplémentaire à un taux de 25% aura droit, par exemple, à 1 heure et quart de repos. Un salarié qui va travailler au-delà de la 44e heure, qui va travailler 1 heure supplémentaire au-delà de ce seuil, il va avoir droit à un repos à 1h50 plus le repos compensateur. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Première hypothèse, je paye tout. Deuxième hypothèse, je donne tout en repos. La troisième hypothèse, qui est quand même la plus complexe à mettre en œuvre, c'est je peux faire un mix entre les deux. Je peux payer une partie des heures supplémentaires avec des majorations ou sans, et je peux donner un certain nombre d'heures supplémentaires en compensation en temps de repos. On n'appelle pas ça le repos compensateur de remplacement. C'est du repos compensateur tout court. Donc, les 3 hypothèses d'heures supplémentaires, je paye en totalité, je donne tout en repos, ou je fais un mix entre les 2 premières hypothèses. J'en paye une partie, je donne en repos une autre partie. La dernière hypothèse est parfois intéressante, notamment quand le salarié
fait des heures supplémentaires, mais qu'il est censé ou qu'il est contraint dans certains cas de partir un peu plus tôt, ça évite aux salariés de se retrouver en absence non rémunérée autorisée. Donc c'est quelque chose quand même qui est important à avoir en tête. Concernant la rédaction du contrat de travail à temps partiel, le salarié dont l'horaire de travail est inférieur à celui d'un salarié à temps complet. C'est-à-dire que quand on parle d'horaire de travail, on parle plutôt de durée du travail. Dès lors que le salarié travaille moins de 35 heures par semaine, c'est un salarié qui est nécessairement à temps partiel. Sa durée de travail, elle peut s'apprécier à la semaine, elle peut s'apprécier au mois, elle peut s'apprécier à l'année. Concernant le cas spécifique de l'année, l'appréciation de la durée de travail à l'année, il faut nécessairement un accord collectif le prévoyant. Donc peu de conventions collectives le prévoient. Il y a un certain nombre de conventions qui prévoient bien sûr l'annualisation des temps partiels, mais c'est relativement rare. Concernant les deux premières hypothèses, la durée du travail à la semaine ou au mois, il n'est pas nécessaire d'avoir un accord collectif. Donc vous pouvez très bien prévoir un contrat de travail et rédiger le contrat de travail à la semaine, par exemple en disant vous allez travailler 20 heures par semaine. Et dans ce cas-là, cela signifie que vous garantissez à votre salarié qu'il travaillera au moins 20 heures par semaine, et le cas échéant, il pourra faire des heures en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de modulation, bien évidemment, quand on garantit le contrat à la semaine. La durée au mois, c'est on va apprécier la durée du travail du salarié au mois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une référence hebdomadaire, on va dire au salarié, vous allez travailler 100 heures par mois. Et sur ces 100 heures par mois, la garantie, c'est que le salarié doit au moins travailler cette durée minimale, qui est contractuelle, bien évidemment. Donc, dans ce genre de situation, quand on est sur une durée au mois, bien évidemment, ce que l'on peut faire ensuite, il est possible de faire varier la durée du travail semaine par semaine. C'est-à-dire que sur un contrat de 100 heures par semaine, on peut faire 20 heures la première semaine, 25 heures la deuxième semaine, 30 heures la troisième semaine. Le but du jeu, c'est que le salarié soit à une durée mensuelle garantie. Bien évidemment, je simplifie quand même les dispositifs parce qu'il faut quand même vérifier si les conventions collectives ne limitent pas. Il faut systématiquement vérifier quand on rédige un contrat si les conventions collectives le permettent ou si elles n'interdisent pas le recours à tel ou tel temps partiel. Notamment sur les temps partiels, les conventions collectives ont beaucoup négocié, les partenaires sociaux ont beaucoup négocié, donc dans beaucoup de cas, on a quand même des limites en matière de durée du travail. C'est-à-dire soit de durée qui peuvent être très faibles, soit relatifs à l'évolution de la durée du travail, c'est-à-dire la possibilité pour le salarié de faire des heures en plus. Concernant le temps partiel, donc là, on a la répartition, bien évidemment, hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail. Mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que le salarié à temps partiel, s'il a sa durée hebdomadaire, il doit connaître, il faut mentionner obligatoirement que c'est un travail hebdomadaire, et il faut que le salarié connaisse ses heures de travail entre les jours de la semaine. Alors, deux possibilités. Soit on identifie les jours précis et les horaires précis de travail, ce qui est le meilleur des cas. La deuxième possibilité, c'est soit on n'est pas en capacité d'identifier précisément la durée du travail, c'est pas la durée, les horaires de travail ou les jours de travail, et on peut prévoir une clause spécifique dans le contrat reportant sur un planning. Par contre, dès lors qu'on reporte ce type de contrat, où on va mentionner que la durée du travail sera répartie sur des heures de travail, des jours spécifiques, conformément à un planning, il faut systématiquement fournir un planning au moins 7 jours à l'avance aux salariés. En tout état de cause, si ce n'est pas fait, le contrat ne respecte pas les règles de base liées au temps partiel. Sur la durée mensuelle, il faut bien faire mention de la durée mensuelle du travail, c'est-à-dire qu'en aucun cas, il faut avoir une mention au niveau hebdomadaire. Et ensuite, il faut faire une répartition pareille des heures de travail entre les semaines avec un détail des jours de travail. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, on peut prévoir les cycles, bien évidemment, comme on peut prévoir tous les mois un planning précis. C'est la même règle. Dès lors qu'on met en place un planning, il faut systématiquement que le salarié ait le planning au moins 7 jours avant le début de l'application de ce planning. C'est la règle de base. Concernant la rédaction du temps partiel, du contrat à temps partiel, qu'il soit un CDI ou en CDD,
il y a quand même un certain nombre d'obligations et de mentions obligatoires qui sont liées à la qualification et à la rémunération, la durée du travail et à sa répartition. Est-ce que je le répartis via un planning ou est-ce que je le répartis via des horaires et des jours précis sur le contrat? Les conditions possibles de modification de cette répartition, c'est une clause obligatoire, la répartition des jours et des horaires de travail qui est par principe la règle. Et ensuite, le dernier point, c'est les limites relatives aux heures complémentaires. Les heures complémentaires ne sont pas des heures supplémentaires. Je reviens un peu là-dessus rapidement. Les heures complémentaires, c'est les heures que peut faire en plus le salarié par rapport à la durée initiale de son contrat. Les heures complémentaires, elles sont limitées par les conventions collectives. On a, le cas échéant, dans beaucoup de situations, 3 limites. Une limite à 10%, c'est beaucoup de conventions qui le prévoient. Une limite à 1/3, c'est par exemple les accords agricoles qui prévoient la possibilité de faire 1/3 de plus que la durée prévue au contrat. Et après, on a des durées qui peuvent varier selon les conventions collectives. Exemple, j'ai mon salarié, je vais l'embaucher à 21 heures par semaine. Si je suis dans le régime agricole, il pourra faire 1/3 de plus. 1/3 de plus de 21 heures égale 7 heures. Si je suis dans un secteur qui n'a pas prévu la limitation à 1/3 mais à 10%, sur 21 heures, il ne pourra faire que 2,1 heures complémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces heures complémentaires ne sont pas des heures supplémentaires, c'est un régime juridique différent. Et dans ce genre de situation, il faut obligatoirement payer les heures complémentaires. Il n'est pas possible, la loi ne prévoit pas la possibilité de donner à récupération les heures complémentaires. Bien sûr, ces heures complémentaires sont majorées sous certaines limites et en fonction des accords collectifs. Ça, c'est les points de base, et bien sûr, il y a un certain nombre de clauses facultatives que l'on intègre dans ce type de contrat, qui sont par exemple, notamment, la possibilité pour le salarié qu'on a vu au tout début, la possibilité de priorité d'embauchage pour les salariés à temps complet. Un CDI ou un CDD à temps partiel qui est mal rédigé ou qui n'est pas rédigé, ça peut être le cas. Sans écrit ou en cas d'oubli de certaines clauses, le contrat est présumé être à temps complet. C'est une présomption simple, bien évidemment, l'employeur peut combattre en apportant la preuve inverse. Cela signifie quoi? Vous avez embauché un salarié à temps partiel. Ce salarié à temps partiel, vous ne lui avez pas mentionné vraiment les heures. Et du jour au lendemain, tout le temps, les jours bougent, la durée bouge à l'intérieur de ces journées. Et le salarié n'est jamais capable de connaître son planning. Dans ce genre de situation, en cas de contentieux, bien évidemment, on ne parle que de contentieux, en cas de contentieux au prud'homme et accessoirement en cour d'appel, l'employeur est condamné à une requalification de son contrat à temps complet. Cela signifie le paiement de la différence entre les heures qu'a effectué le salarié et 35 heures. Donc le risque peut être très élevé, notamment sur les salariés dits à mi-temps ou à temps très partiel, où derrière, s'ils apportent la preuve qu'ils n'étaient pas en capacité de connaître leurs horaires à l'avance, peuvent demander cette requalification. Ça, c'est une requalification, on appelle ça une requalification de sanction. La requalification du temps partiel à temps complet ne se fait que devant les juridictions. Sur le CDD, il faut nécessairement que la tâche soit précise et temporaire. Les 3 motifs que l'on a vus au préalable, je les rappelle rapidement. Ça va être le remplacement d'un salarié absent, qui peut être du chef d'entreprise, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, du conjoint s'il participe effectivement à l'activité, ou accessoirement bien sûr du salarié. Donc il faut que le motif soit précis. Ça peut être un CDD pour départ définitif d'un salarié avant la suppression d'un poste. C'est un cas spécifique. Ça peut être aussi l'attente, un CDD, la conclusion d'un CDD dans l'attente de l'entrée en service d'un nouveau titulaire du poste. C'est un cas relativement rare quand même. Ça, c'est des cas un peu particuliers. Sur les motifs possibles du CDD, ce sont éventuellement, accessoirement, les emplois saisonniers. Alors les emplois saisonniers, la définition elle est relativement précise. Elle a été mise en place par un accord national interprofessionnel du 24 mars 1990, qui définit la saison comme étant une tâche normalement appelée à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. C'est-à-dire que la saison, c'est soit les modes de vie collectifs, on va appeler ça la saison touristique, et en fonction de où l'entreprise se situe, la saison peut être plus ou moins longue, bien évidemment.
Et le rythme des saisons, c'est le cycle végétatif. C'est-à-dire c'est tout ce qui est activité liée à la production de végétaux, qui va être plutôt une activité agricole. Il faut bien différencier la saison de l'accroissement d'activité. L'accroissement d'activité, c'est un accroissement temporaire de l'activité d'entreprise qui peut être dû soit, bien sûr, à des commandes de clients, soit à des signatures de devis, qui peut être aussi lié, bien évidemment, à des modes de vie collectifs, c'est-à-dire une augmentation de la clientèle liée notamment à des activités saisonnières par ailleurs d'autres entreprises. Concernant le CDD, le principe, quand on parle de CDD, le terme, la durée, le renouvellement, le principe, c'est le terme précis. Il est possible de faire un terme imprécis, comme on l'a évoqué par ailleurs, qui est soit le remplacement d'un salarié absent, l'attente de l'entrée en service d'un salarié sous CDI, ou l'emploi saisonnier ou un contrat d'usage. Il est possible de faire donc sans date de fin au contrat. Concernant la succession de contrats, les CDD successifs sur un même poste ou avec un même salarié. Le principe, c'est que dès lors qu'on conclut un CDD, soit avec un même salarié, soit pour un même poste, il faut appliquer un délai de carence. Ce délai de carence, il est relativement complexe à calculer, bien évidemment, mais il y a quand même deux règles. Soit la carence va se calculer comme étant l'équivalent d'un tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si la durée est au moins égale à 14 jours. Je vous donne un exemple. Le salarié a eu un contrat de 3 mois, il a eu 90 jours on va compter le nombre de jours, on va simplifier, on va dire qu'il a 90 jours dans son contrat, je vais devoir respecter une carence d'un tiers qui va être de 30 jours. Ces 30 jours de carence ne se décomptent pas un jour calendaire, mais un jour d'ouverture de l'entreprise. C'est-à-dire que quand je dois respecter le délai de carence d'un tiers, la carence est supérieure à un tiers, puisque je ne dois pas compter les jours fériés et les jours de fermeture de l'entreprise. Quand j'ai un contrat CDD inférieur à 14 jours, la carence, c'est la moitié du contrat. Là, c'est plus facile à gérer. J'ai un CDD de 10 jours, donc il a duré 10 jours. Ma carence, c'est 5 jours. Je vais décompter la règle de la carence par rapport au jour d'ouverture de l'entreprise. S'il y a un non-respect de cette règle, en cas de contentieux, c'est requalification automatique en CDI. Donc là, pareil, c'est un peu le même problème que l'on a avec les salariés en CDI ou CDD à temps partiel. Lorsqu'on ne respecte pas les règles, la requalification se fait nécessairement devant le juge prud'homal. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, et c'est la particularité du droit du travail, le droit du travail n'est pas un droit qui se contrôle a priori. C'est toujours un droit qui se contrôle a posteriori. Je prends un peu le parallèle. Quand vous constituez une société, vous devez rédiger les statuts de la société et le cas échéant, déposer les statuts soit auprès du greffe, notamment auprès du greffe, ou auprès des chambres consulaires. Si la rédaction des statuts de la société ne respecte pas les règles, le greffe va vous demander de revoir sa copie. Le droit du travail, c'est pas du tout ça. Le droit du travail, je peux très bien rédiger un CDI en dépit du bon sens, en prenant notamment un modèle sur Internet, où tout est à moitié faux. Comme il ne se contrôle pas a priori, il ne va se contrôler que devant le juge. C'est rare que les inspections du travail imposent la nouvelle rédaction ou la mise en conformité à la rédaction de tel ou tel contrat. Période de décès, on va le voir de manière assez rapide. Dès lors que vous avez fait la phase des besoins, que vous avez fait la phase administrative et que vous avez rédigé le contrat de travail, il faut avoir toujours en tête que dans le contrat de travail, par principe, on a toujours une période d'essai, bien évidemment. Les grands principes sont que la période d'essai varie selon le type de contrat et le statut du salarié, bien évidemment. La période d'essai doit être mentionnée dans le contrat de travail. Souvent, les durées sont définies par les conventions collectives. Les grands principes imposés par la loi sont le CDI non cadre, c'est 2 mois de période d'essai, avec la possibilité de le renouveler si la convention collective le prévoit. Le CDI cadre, c'est 4 mois. Renouvellement possible, pareil, si la convention collective le prévoit. Concernant le CDD de plus de 6 mois, c'est 1 mois de période d'essai, pas de renouvellement possible. Et concernant le CDD de moins de 6 mois, c'est 2 semaines maximum avec
un jour de période d'essai par semaine au contrat. Ce dernier point, je vais l'évoquer. C'est-à-dire que dès lors que j'embauche un salarié qui a un CDD qui va être de, éventuellement, 3 semaines, il aura 3 jours de période d'essai. Concernant la possibilité de rupture par le salarié peut rompre la période d'essai sans avoir à invoquer le motif. Il n'est pas nécessaire de se justifier. Il doit respecter un délai de prévenance, soit de 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours, soit de 48 heures si sa présence est supérieure à 8 jours. Il n'y a pas d'indemnité, bien sûr, à verser sur ce type de contrat. Concernant la rupture par l'employeur de la période d'essai, l'employeur, bien évidemment, peut rompre la période d'essai sans avoir à motiver sa décision. Il doit respecter quand même un délai de prévenance avant que la rupture soit effective. C'est 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures dès lors que la présence du salarié durant la période d'essai est entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines dès lors que l'employeur a 1 mois de présence, et 1 mois après 3 mois de présence. La période d'essai ne peut être prolongée du fait du respect de ce délai de prévenance. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à la moitié de la période d'essai, notamment si j'embauche un CDI non cadre, c'est-à-dire au bout de 2 mois et demi, même un peu avant, l'employeur doit se positionner sur la rupture ou non afin de respecter les règles relatives au délai de prévenance. C'est très important, pourquoi? Parce que c'est le seul cas où je peux rompre le contrat sans motiver la rupture. Dès lors que j'ai passé ensuite ce délai, les seuls modes de rupture, ce seront soit, le cas échéant, le licenciement, la rupture conventionnelle ou la rupture anticipée du CDD. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, bien évidemment. Et là, je vous remercie de votre attente et je vous souhaite une bonne journée.